On parle souvent des scientifiques qui ont eu raison trop tôt. Des types hyper audacieux qui, contre vents et marées, ont défendu leur bout de gras et à qui on a donné raison, parfois après leur mort. Mais on parle moins souvent de ceux à qui on a donné tort trop tard. C'est le même entêtement, sauf qu'ils sont soutenus par la communauté alors qu'ils se plantent complètement. En 1895, Wilhelm Röntgen, pardonnez l'accent, découvre les rayons X, ce qui révolutionnera la physique. Il les nomme comme ça car au début on ne connaissait pas vraiment leur nature. X comme inconnu quoi. La découverte des rayons X avait créé une nouvelle effervescence et dévoilé tout un pan de la physique qu'il restait à explorer. Quelque temps avant, avec l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'armée allemande en 1871, une partie de l'université de Strasbourg est transférée à Nancy, ce qui en fait un très gros pôle universitaire et culturel. La ville avait une place de choix pour montrer aux Prussiens la grandeur de la France et, du coup, de nombreux physiciens, chimistes ou mathématiciens rejoignirent cette université. C'est dans cette frénésie qu'un certain Prosper René Blondeau intègre l'université de Nancy. Ça restera toujours un mystère pour moi, ce genre de prénom. Comment tu peux voir un bébé à la naissance et te dire il a une tête de Prosper René. Bon, il bosse avec les plus grands et fait des découvertes déterminantes dans le domaine de la physique, notamment sur la vitesse des ondes radio. Un gros cerveau, quoi. Mais c'est en 1903 qu'il fait parvenir une note à l'Académie des sciences nommée « Sur une nouvelle espèce de lumière ». Il y décrit ses observations sur un nouveau genre de radiation qui traverserait les objets solides comme le bois, le papier noir ou les feuilles métalliques et qui serait dévié quand il passe à travers un prisme. Contrairement à son cousin teuton, le rayon X, il est bien français, lui. Et c'est dans ce contexte patriotique que Blondelot s'apprête à commettre ce qui restera l'une des plus grandes erreurs scientifiques, la découverte des rayons N. Quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a fait penser à quelque chose. Et j'arrive plus à savoir à quoi. Bon, peut-être que ça va me revenir. Bon, après, peut-être que la vidéo est déjà écrite, que c'est juste un fusil de Tchekhov posé là et que je sais exactement où je veux en venir. Depuis Newton et la décomposition de la lumière blanche en diverses couleurs, on complétait petit à petit le spectre électromagnétique. Après la lumière visible, on y plaça les infrarouges puis les ultraviolets, les ondes radio, les rayons X et les rayons gamma. Mais il restait apparemment des cases vides dans ce diagramme. Et on supposait qu'elles correspondaient à des radiations inconnues. Cet état de fait créa une espèce de course aux rayons. Tout le monde voulait sa part du gâteau et l'atmosphère délétère qui régnait après la défaite de 1871 poussait les nations à montrer leur capacité à être à la pointe de la science. Et ça tombait bien pour Blondelot, car sa découverte bouchait apparemment l'un des trous du spectre électromagnétique situé entre les UV et les rayons X, ce qui provoqua un enthousiasme énorme dans le monde de la physique. En bon chauvin, il les nomma en hommage à sa ville, rayon Nancy-Yancy. Rayon de Nancy, quoi. Augustin Charpentier, qui était professeur de médecine dans la même université, fait à son tour des expériences dessus dès décembre 1903. Il constate alors que les rayons N émis par diverses sources étaient aussi une émanation du corps humain. Donc si les observations de Blondelot et de Charpentier étaient justes, ces rayons devaient être émis principalement par le système nerveux et le cerveau en activité. Là où les rayons X permettaient de voir les os, on espérait alors que les rayons N permettraient de voir les nerfs et l'ensemble des tissus mous. Mais pas que. Cette émanation du corps humain enfin démontrée validait ainsi tous les phénomènes d'extériorisation et de télépathie que de nombreuses personnes étaient impatientes de reconnaître. À une époque où certains pensaient pouvoir prouver les phénomènes parapsychologiques par la science, on voyait enfin la concrétisation d'un rêve longtemps nourri par de nombreuses personnes. Et c'est pile poil à ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'hallucination collective. En effet, tout le monde voulant croire en l'existence des rayons N, les erreurs de méthode et la volonté de croire vont l'emporter sur la rigueur scientifique. Ah, vraiment, ça me rappelle quelque chose. Ah, ça va me revenir. Voilà par exemple une des expériences de Blondelot. On part du principe que quand un œil humain est exposé aux rayons N, son acuité visuelle augmente. C'est comme ça, on cherche pas, on sait pas comment ça a été décidé, mais voilà. Il place un objet contrasté dans la pénombre, alors dans ce cas-ci c'était une horloge lorraine, et à quelques mètres de là, l'expérimentateur tient une source de rayons N à hauteur de ses yeux. Alors là c'était une canne en laiton, et quand il plie la canne, les contours de l'horloge s'éclaircissent, et si on laisse la canne se redresser, ils s'assombrissent de nouveau. Je ne caricature pas, c'est réellement comme ça qu'est décrite l'expérience. Un postulat de départ qui sort de nulle part, et un déroulé qui laisse une grande place à la suggestion. Mais bon, apparemment, tout le monde acclame Blondelot, et plusieurs chercheurs se mettent aussi à étudier les rayons N. Charpentier donc, mais aussi Becquerel, fils d'Henri, le découvreur de la radioactivité, ou encore Arsène d'Arsonval, qui fut entre autres l'inventeur des premiers téléphones agréés par les PTT. Les spirites, nom qu'on donnait aux charlatans, aux médiums de l'époque, étaient aussi de fervents défenseurs des rayons N. Ça donnait enfin une caution scientifique à leur business, à leur art. Je me mets à leur place, quand on fait un truc random et que les pontes d'une grande université te disent que c'est de la science, tu es joie.
Vraiment, Blondelot était en état de grâce, hein. Il est même pressenti pour le prix Nobel. Il ne décrochera que le prix Lecomte pour l'ensemble de sa carrière, pas uniquement pour les rayons N, mais quand même. Le prix Lecomte, c'est 50 000 francs, ce qui ramené aujourd'hui fait environ 20 millions d'euros. Une belle somme, quoi. Le pire, c'est qu'il l'a raflé au nom et à la barbe d'un certain Pierre Curie. Mais bon, cette gloire va être de courte durée. En fait, la plupart des physiciens, même s'ils avaient accueilli la découverte de Blondelot de manière positive, n'arrivaient pas à reproduire ces expériences, notamment celles où il fallait observer des différences dans l'éclat perçu d'une substance phosphorescente dans la pénombre. Henri Pierron, un psychologue de l'époque, témoigne d'ailleurs après avoir échoué à avoir les mêmes résultats que Blondelot. Je m'enquis de l'état des recherches entreprises par divers physiciens et physiologistes et fus étonné de constater que mon incapacité ne m'était pas uniquement personnelle. Beaucoup de chercheurs étaient allés à Nancy s'initier à la méthode, d'autres avaient assisté à des démonstrations que des Nancéens étaient venus faire à Paris, mais ou bien ils ne réussirent jamais à voir des variations d'éclat annoncées par les observateurs nancéens, ou bien après avoir pu voir les variations ainsi annoncées, ils ne réussirent pas davantage à les observer à nouveau dans leur observation ultérieure. Blondelot prend conscience de cette défiance croissante et diffuse en 1904 à l'Académie des sciences les conseils suivants. Il ne faut en aucun cas regarder fixement la source lumineuse dont on veut reconnaître les variations d'éclat. Il faut pour ainsi dire voir cette source sans la regarder sous peine de ne plus rien voir. Devant ce scepticisme qui commençait à poindre, lors d'un congrès de physiciens, la décision de trancher sur l'existence ou non des rayons N est prise. Un éminent scientifique américain est nommé pour faire office d'observateur neutre, Robert Williams Wood. Celui-ci assista donc à une expérience à Nancy. Mais le Yankee est fourbe, comme chacun sait, et il subtilisa discrètement un prisme en aluminium qui était censé être la source de rayons N. Et banco, les expérimentateurs percevaient toujours la même différence de luminosité sur leur tache phosphorescente. Par la suite, pour l'expérience de l'horloge que j'ai décrite un peu avant, il remplaça la canne par un simple morceau de bois. Rebanco, ça ne modifia en rien la perception de la clarté de l'horloge. Il fit son rapport à Blondelot et publia en septembre dans la célèbre revue Nature un article où il exprime ses doutes sur l'existence des rayons N. Le mois suivant, l'article est traduit en français dans la revue scientifique. Beaucoup se désolidarisent alors de Blondelot et il se remet en question. Il reprend ses travaux depuis le début et se rend compte de son erreur. Mais non, je déconne. Il refute avoir été victime d'une illusion et contre vents et marées, il continuera à défendre sa découverte en s'enfermant dans la croyance. Il en devient même méfiant et refuse toute expérience devant des observateurs indépendants. Tiens, toi qui sais tout, un scientifique qui fait une découverte, qui tombe à pic, mais qui se plante complètement dans les méthodes, ça te dirait rien des fois? Non? Bon, bah écoute, ça va certainement me revenir. Hein. Oui, à plus. Et ouais, mon gars, j'ai le 06 à Tom Nook. Les soutiens de Blondelot se font donc de plus en plus rares, mais les supporters restants, français pour la plupart, défendent leur poulain avec une mauvaise foi incroyable. Ils prétendent par exemple que seules les races latines auraient des yeux sensibles aux rayons N. Les anglo-saxons auraient leur perception affaiblie par le brouillard, et celle des Allemands par la bière. Ah ça va, hein, c'est l'époque. Hein. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on peut plus rien dire. Jusqu'à sa mort en 1930, Blondelot défendra ses rayons N alors tombés dans l'oubli. Ils renaîtront cependant dans les cercles parapsychologiques et ésotériques des années 90, toujours avides d'une connerie à exposer à un public crédule. Cette histoire illustre une fois encore le biais de confirmation. Il n'y a aucun indice qui montre que Blondelot était quelqu'un de malhonnête, il y croyait vraiment à son truc, et un certain nombre d'éléments l'ont conforté dans son erreur. Autour de 1900, il y avait un gros intérêt pour l'ésotérisme auquel les rayons N semblaient apporter une caution scientifique. Ajoutons à ça l'exacerbération du sentiment national vécu par les scientifiques français qui voulaient à tout prix égaler les Allemands, et l'orgueil qui régnait à la faculté de Nancy. Bah on a tous les ingrédients pour que le milieu scientifique français ne joue pas de rôle critique face aux découvertes de Blondelot. Sa découverte rentrait parfaitement dans le contexte sociologique et politique de l'époque, et il avait une aura de scientifique respectée. Oh ça y est, ça me revient. Didier Raoult, bien sûr. Un scientifique surdiplômé, des publications excitantes qui répondent à une attente, une non-reproductibilité des résultats, l'entêtement contre vents et marées, le manque de rigueur scientifique et le nationalisme ou, dans le cas du druide de Marseille, la lutte contre Big Pharma pour mettre l'opinion de son côté. Écoutez, monsieur Raoult, vous êtes complotiste, vous êtes paranoïaque quand même, cette industrie, ils font ça pour le bien de l'humanité. Peut-être, mais ils trichent souvent, quoi. Cette erreur ressemble en tout point à ce qu'on a pu voir à l'IHU de Marseille avec les traitements à base d'hydroxychloroquine. De la même façon que Raoult refusa obstinément de mener des essais randomisés en bonne et due forme, Blondelot et Charpentier refusèrent tout net les expériences proposées par la communauté scientifique. De nos jours, parmi les scientifiques, cette histoire est utilisée comme un avertissement sur les dangers d'erreurs introduits par les préjugés de l'expérimentateur. Mais elle est peu connue des moldus comme nous, ce qui est dommage.
Car quand on fait le parallèle avec l'hydroxychloroquine ou encore la mémoire de l'eau, on peut trouver énormément de similitudes avec ces erreurs scientifiques célèbres. Bon, je sais que je vais encore avoir les supporters de Raoult sur le dos. N'hésitez pas à inscrire votre mécontentement dans les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo, merci à vous. Pour les autres, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratos, c'est cadeau. Puis bah un cadeau, ça ne se refuse pas. Hein. Va peut-être y avoir une suite de vidéos sur les erreurs scientifiques. C'est un sujet qui me passionne, donc restez branchés comme on dit à l'EHPAD et à la prochaine.